Bonsoir, bienvenue pour les nouveaux et bon retour pour les autres. A comme association, chapitre 7. Heureusement pour moi, la voiture ne roule pas vite. De feu rouge en feu rouge, je parviens à maintenir la distance. Je suis au taquet, plein gaz. Je rentre la tête dans les épaules pour éviter les regards des approbateurs. Je n'ai pas de casque et offrir moins de prise au vent. Si ma route croise celle d'un flic, je suis bon pour 20 points en moins sur le permis que j'aurai peut-être un jour. Sans compter l'immobilisation du véhicule qui n'est pas à moi. Je murmurerais bien une prière en fermant les yeux, mais ce type de comportement n'est pas très adapté à la conduite d'un deux roues à la stabilité incertaine. Rue d'Aumale, avenue Généfort. Les dealers prennent la direction de la banlieue. Je prie, en gardant les yeux ouverts, pas de panique, pour que le blaireau à qui j'ai cavalièrement emprunté le scooter n'ait pas été radin en passant à la pompe. Tomber en panne sèche n'arrangerait pas mes affaires, ni les siennes d'ailleurs, s'il compte revoir un jour sa bête de course. En même temps que je pilote le bolide avec la maïstra d'un champion du Dakar, je ne peux m'empêcher de repenser à ma pitoyable prestation de tout à l'heure. Si seulement on pouvait remonter le temps, anticiper les réactions, caser des répliques préparées à l'avance. Mais faut pas rêver, on vit avec ce qu'on a et ce qu'on a fait, et tout l'inéductable qui va avec. N'oublie pas de tourner cette fois ta langue dans ta bouche avant de parler, a dit un jour un philosophe chinois ou un dragueur impertinent. Je ne sais plus, exactement le contraire de ce que je fais en permanence. Oubliez la liste des questions, quand même. Quelle naze. La voiture, loin devant moi, ralentit et s'engage dans une allée bordée de bâtiments industriels. L'éclairage se fait plus rare, les trous dans le goudron plus nombreux. Je mets un coup d'arrêt à mes pensées en même temps qu'un coup de frein au scooter et j'éteins mes feux. Les dealers pénètrent dans la cour d'une usine dont l'état défraîchi et les vitres aux carreaux brisés laissent imaginer un abandon qui ne date pas d'hier. Je coupe le contact, range mon fidèle coursier pile poil le long du trottoir et tente une approche discrète. Le moteur de la voiture s'est tu. Il n'y a plus un bruit. J'arrive au niveau de la cour pour voir la bande disparaître dans le bâtiment principal. J'attends quelques minutes, le cœur battant. Et maintenant, si foncer tête baissée peut tenir lieu de courage, alors je suis courageux. J'avance donc, plié en deux, jusqu'à la voiture. Un coup d'œil rapide à l'intérieur. Vide. Je m'accroupis le temps d'élaborer un plan. Pas question de rester là. Ils peuvent revenir à tout moment et je dois savoir ce qu'ils mijotent, histoire de ne pas avoir fait tout ce chemin pour rien. Reste à trouver un moyen d'entrer. Mettant à profit mes innombrables heures d'expérience dans le domaine de l'action, passé devant des films, la précision est utile, je repère une porte arrachée, à moins de 50 mètres. Aidé par une providentielle carence en matière d'éclairage, je me glisse d'ombre en ombre jusqu'à l'issue, tel un ninja qui aurait oublié de ne pas être essoufflé. Je vole une gorgée d'eau à ma bouteille. Un regard à l'intérieur, dos collé au mur, comme je l'ai si souvent vu faire par des acteurs déguisés en policiers, m'apprend ce que je voulais savoir. Il ne fait pas plus clair dedans que dehors. Et si c'était un piège? S'il m'avait repéré depuis le départ et entraîné jusque-là pour me liquider à l'abri des regards. Du calme, j'espère. Du calme. Tous les personnages de film se parlent à eux-mêmes dans les situations délicates. Ensuite, la réponse à une question cruciale leur parvient miraculeusement. D'accord, je n'ai pas posé de question, mais je n'ai pas non plus de réponse. J'y vais pas. Aucune pièce dans mes poches pour la jouer à pile ou face. Ridicule. Je sais que je vais entrer de toute façon. J'essaie juste de gagner du temps avec le moi qui redoute tout ce qui est trop réel.
Allez, j'inspire, j'expire, et je me faufile à l'intérieur. Je commence par me cogner contre une palette qui traîne par terre. J'étouffe un cri et sautille sur place, tandis que mes mains enserrent ma pauvre cheville. C'est ce qu'on appelle une entrée en fanfare. Seul point positif, le temps que la douleur reflue, mes yeux s'habituent à la nouvelle pénombre. Je pose le pied par terre, appuie dessus, ça a l'air de tenir. Je me mets en route, en boitillant. Si l'usine se révèle effectivement abandonnée, elle n'en est pas vide pour autant. Subsistent de nombreuses traces d'une activité récente. Chaînes de montage poussiéreuses, rails de plafond et pales rouillés. Palettes, donc, répandues partout. Je serais incapable, par contre, de dire ce qu'on y fabriquerait. Je parcours le bâtiment d'un bout à l'autre, sans trouver la moindre trace des dealers. J'en arrive à la conclusion qu'ils sont partis par derrière, lorsque la porte d'une pièce qui, en des temps meilleurs, servait apparemment de bureau, s'ouvre en libérant un halo de lumière feutrée. J'ai juste le temps de me dissimuler dans un recoin. « Dans 3 jours », annonce Vic en sortant. « La qualité sera cette fois irréprochable. Mes hommes ont mis les bouchées doubles. » Les hommes en question sortent à leur tour, collant leur chef comme de braves toutous. Ils n'ont pas l'air très à l'aise. On peut même dire qu'ils n'emmènent pas large. Ouais, ils pètent carrément de trouille. Je l'espère pour vous, sinon je trouverai d'autres fournisseurs. Un long frisson s'empare de moi. La voix qui vient de résonner, puissante et tranquille, n'appartient pas à un humain. Le mois dernier, un séminaire intitulé « Voix et cris d'ici et d'ailleurs » nous a appris à faire la différence entre les pleurs d'un bébé et ceux d'une goule, le hurlement d'un chanteur de la Star Academy et ceux d'un troll à qui on a écrasé le pied. Là, on a presque tous été recalés. La voix si rupeuse d'un homme politique en campagne et celle d'un vampire en quête de victime. Aussi, quand une silhouette apparaît à contre-jour dans l'encadrement de la porte, je ne suis pas franchement surpris. Les dealers ne sont pas venus dans ce bout du monde urbain pour participer à un meeting politique, mais pour rencontrer un vampire. « Je vous mets au défi de trouver quelqu'un d'autre capable de fabriquer ce que vous réclamez, » répond Vic avec un ricanement. Autant pour moi, les clowns du cirque Vic et Co ne vendent pas de la drogue. Ils la fabriquent. J'en prends bonne note pour mon rapport qui s'avère beaucoup plus intéressant qu'il y a 1 heure. Le vampire fait un pas en direction de Vic. C'est drôle comme ils se ressemblent tous. Grande taille, cheveux longs, bardés de cuir, bottes et manteau, goût prononcé pour les poses théâtrales. « Ne me tente pas, » dit le vampire en esquissant un sourire. Vic perd un peu de sa superbe. Il fait un geste agacé. « Je te l'ai dit, c'est vain. La came que tu auras jeudi va enthousiasmer les vampires les plus difficiles. Il nous a fallu du temps pour rendre l'héroïne assimilable par tes semblables. » Un peu de magie, pas mal d'alchimie et encore plus de patience ne peut s'empêcher d'intervenir un des hommes de Vic, plus pâle que le vampire lui-même. Tiens, bizarre, pas de vampire pourri. Dégonflé, va. En tout cas, voilà un mystère de résolu. Les 4 types à l'allure d'étudiants vaguement demeurés sont des sorciers. J'aurais dû m'en douter, le milieu des sorciers est trop souvent infantile et immature. Stop, moi c'est différent, je suis un garçon responsable, c'est même Sabrina qui le dit. D'accord, dit finalement Séverin, on en reparlera jeudi. Tu en auras pour ton argent, crois-moi, dit Vic avec un soulagement perceptible. Je suis en droit de l'exiger, je vous paie assez cher. Si je ne m'appliquais pas à rester parfaitement immobile dans mon coin,
Je me frotterai les mains de satisfaction. J'avais raison, l'affaire est énorme. Un humain normal qui utilise les talents d'humains paranormaux pour produire de la drogue destinée à des anormaux. Ces types sont complètement fêlés. Ils violent bel et bien les hautes lois. Quant au vampire, c'est pire. Il contribue à l'avilissement de sa propre espèce. Pourquoi fait-il cela? Quelles sont ses motivations? Une juste haine remontant à l'enfance, visant ceux qui l'ont inconsidérablement appelé Séverin? Bof, peu importe. Après tout, parce que, pour moi, c'est le jackpot. Les félicitations de Voltaire, le sourire de Rose, le regard admiratif d'Ombe. Je lis ici les gros titres des journaux. Jasper, jeune et brillant stagiaire, démantèle un important réseau d'héroïne trafiquée. Sensationnel, un jeune homme permet l'arrestation de trafiquants de drogue. Époustouflant, il n'a même pas 16 ans et s'attaque à une nouvelle forme de crime organisé. La classe. Je lâche peut-être un soupir d'aise en trop, car Séverin se fige et tourne la tête dans ma direction. Je me recroqueville dans mon coin, essaie de repousser le mur avec mes épaules, de me fondre dans le béton. J'arrête presque de respirer. Finalement, le vampire se détend et détourne le regard. Affligeant, un vampire le regarde et il tremble comme une feuille. Quelle frousse, bon sang! Je vérifie d'une main fébrile que ma sacoche est toujours là, contre moi. Une dernière chose, Vic, pense Séverin, tandis que les trafiquants commencent à s'éloigner. Il m'en faudrait plus. Les quantités que vous me promettez sont insuffisantes. Je paie très cher les garous de la meute des entrepôts pour veiller sur le stock. Aussi, je veux qu'il y ait du stock. Vic fronce les sourcils. Il se tourne vers l'un des sorciers qui répond à sa place. Ce sera difficile, comme on vous le disait. Les substances alchimiques utilisées pour couper la drogue sont longues à obtenir, et le rituel d'assemblage épuisant. Il soutient un instant le regard fixe du vampire, puis abandonne en secouant la tête. Mais on devrait pouvoir faire mieux? Parfait, le félicite Séverin, en lui octroyant un large sourire qui dévoile une dentition puissante et des canines à peine plus grandes que la normale. Là encore, il y a une différence entre la légende et la réalité. Les vampires se nourrissent de sang humain, d'accord, mais pas à petite dose, sans se faire remarquer. Pas besoin de crocs acérés pour ça. Ils se contentent de pratiquer une légère entaille dans le cou, le bras ou la cuisse de leur victime. Le plus souvent avec leurs ongles. Donc, ils prennent un grand soin. Leur salive possède la triple propriété d'un anesthésiante, cicatrisante et d'effacer la mémoire récente. Bien, il ne me reste plus qu'à attendre que tout ce petit monde s'en aille pour pouvoir rentrer chez moi et rédiger le rapport du siècle. Hélas, mon grand-père disait toujours « Les choses ont mauvais caractère ». Je ne l'ai pas beaucoup connu, mais j'ai eu l'occasion, à de multiples reprises, de vérifier la réalité de ses assertions. Un exemple, à quelques dizaines de mètres d'un vampire et d'une bande de truands, alors que les circonstances réclament de ma part une discrétion absolue, mon téléphone se met à sonner. Off. 2 fois seulement, juste le temps de l'atteindre et de l'éteindre, sans même regarder qui cherche à me contacter. Mais ça suffit pour devenir l'objet d'une attention générale dont je me serais passé volontiers. Ni une, ni deux, je bondis de mon recoin et prends la fuite. En leur tournant le dos, bien sûr, dans la direction de la porte, arrachée, et de la pénombre qui ne me sera d'aucune utilité si le vampire me prend en chasse. Je l'ai dit, déjà, que les vampires voient très bien la nuit. « C'est le gosse de tout à l'heure !» s'exclame l'un des sorciers. « Il faut le rattraper !» crie Vic, sur un ton qui laisse présager le pire et qui m'incite à allonger la foulée. Derrière moi, j'entends un hurlement. Un sorcier s'est mangé une palette. Bien fait. Mais dans mon application à éviter les obstacles, je rate l'issue par laquelle je me suis introduit dans le bâtiment.
Je ne tarde pas à toucher le fond. Piégé, fait comme un rat. J'entends mes poursuivants qui me cherchent. Ils sont entre la sortie et moi. De rage, je tape du poing contre le mur. Réfléchis, Jasper, réfléchis. Je m'invective à voix basse. Je dispose de quelques minutes, pas plus. Visiblement, le vampire ne s'est pas joint à la chasse, sinon il m'aurait déjà attrapé. Bon, puisque je ne peux pas partir et qu'il est hors de question que je tienne tête à 5 types animés d'intentions hostiles, je dois envisager une autre solution. Me mettre à l'abri de toute violence. Et je ne peux même pas compter sur mon pendentif protecteur puisque je l'ai oublié dans le laboratoire. Je m'efforce au calme. Je suis sorcier, non ? C'est dans ma spécialité que je trouverai mon salut. Je sors de ma sacoche le bocal de gros sel. Pas de pentacle gravé sur le béton. Je dois créer à partir de rien. Je répands le sel autour de moi, dans un mouvement répété des centaines de fois. Rien à dire, mon cercle est parfait. Je sais, même sans le vérifier, qu'il mesure 9 pieds de diamètre. 2,73 m pour les accros modernes. L'entraînement, il n'y a que ça de vrai. J'étais ensuite le cercle, en traçant toujours avec le sel gris les contours d'un pentagramme. Il est approximatif, mais il fera l'affaire. Les étés n'ont pas besoin d'être droits tant qu'ils soutiennent solidement la construction. J'extirpe enfin d'un petit sac de toile un jeu de runes gravé par mes soins sur les écorces de bouleau. Je sélectionne Raidu, Nodis, Fehu, Huros, Yunjo, Dagaz, Elaz, Odala et Agal, que je dispose à différents endroits de mon pentacle. Enfin, j'ouvre et étends les bras en signe d'accueil destiné aux énergies. Je tisse le sort qui devrait me mettre à l'abri des malades qui me poursuivent. Je sais, il manque une bougie, de la terre, de l'eau et de l'air. Mais quand on est pressé, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. De toute façon, ma protection magique s'est activée dans un ROP, qui n'est pas sans rappeler le bruit d'un sas de vaisseau spatial. J'espère simplement que les sorciers qui approchent sont aussi minables qu'ils en ont l'air. Sinon, je risque, malgré le pentacle, de passer un sale quart d'heure.